Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la série The Last of Us, dans laquelle un champignon prend le contrôle du cerveau humain. Et si je vous disais que dans la vraie vie, ce scénario existe aussi, mais qu'il se passe dans vos intestins, et que ce ne sont pas des aliens, ni des monstres, mais des micro-organismes. Et ces petits locataires influencent bien plus que notre digestion. Ils interagissent avec votre cerveau, votre humeur, vos émotions et même vos décisions. Bienvenue dans une réalité où nous sommes tous un peu pilotés de l'intérieur. Bonjour, je suis Linda Hérault, je suis professionnelle de santé et aujourd'hui on va parler de microbiote. Le microbiote c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre tube digestif. Alors ce sont des virus, des parasites, mais aussi des champignons. Alors pourquoi on en entend tellement parler de ce microbiote? C'est parce qu'il y a tellement d'études qui en parlent dernièrement et parce qu'il y a plein de choses à découvrir encore dessus et de trésors cachés. Et parce que ça représente 10 puissance 13 micro-organismes. Alors 10 puissance 13 c'est quoi? Eh bien c'est un 1 avec 13 zéros derrière. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Vous avez autant de micro-organismes que de cellules dans votre corps humain. Donc là, je vous laisse juste 2 secondes pour vous imaginer ce que ça peut représenter. Vous êtes à moitié humain. Désolée pour ceux qui croyaient le contraire. Alors pour continuer la comparaison, il faut imaginer que le poids de tous ces micro-organismes, ça représente l'équivalent du poids d'un cerveau adulte. C'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais le microbiote, ça sert à quoi en fait et en quoi ça va m'impacter moi dans ma vie de tous les jours? Le microbiote est une piste qui est beaucoup étudiée parce qu'il va avoir un impact à plusieurs niveaux pour nous en tant qu'êtres humains. Le premier, c'est que ça va influencer le développement du nouveau-né. Ça va aussi avoir un impact sur notre immunité, et ça c'est un petit peu plus connu. Ça va aussi avoir un impact sur la synthèse de vitamines. Et enfin, ça va avoir un impact important sur la sécrétion d'une hormone que vous connaissez peut-être, c'est la sérotonine. C'est l'une des hormones du bonheur. Et donc sa sécrétion va vraiment dépendre de la qualité de ce microbiote. Donc là, vous voyez le lien intime entre microbiote, qualité du microbiote et puis santé mentale. Et là, les études se poursuivent là-dessus puisque la sérotonine va avoir un lien avec l'humeur et on voit poindre déjà les liens aussi entre microbiote, dépression, schizophrénie et aussi les maladies neurodégénératives. Alors, il y a une étude intéressante, sauf pour les souris, qui a été menée en 2020 et que vous pouvez retrouver dans la revue Cell Reports. Ça a été mené par le CNRS et conjointement avec l'Institut Pasteur. Ils ont pris des souris dans un lot A et ils les ont soumis à un stress chronique. Et ils ont observé que dans ce lot de souris, il y avait justement une altération de leur microbiote intestinal. Ils ont également observé un syndrome dépressif de ces souris. Ensuite, ils ont pris un lot de souris B et ils ont pris le microbiote intestinal de ces souris qui présentaient un syndrome dépressif et ils l'ont transplanté dans le microbiote des souris du lot B. Bon, si vous voulez savoir comment, en fait, c'est par transplantation fécale. Toujours 2 secondes pour réfléchir. Et donc, les chercheurs ont observé que les souris du lobé saines au départ ont présenté, avec cette transplantation, un syndrome dépressif également. Donc, la première conclusion de cette expérience, c'est qu'il y a un lien vraiment de cause à effet entre l'état du microbiote et un syndrome dépressif. Dans la deuxième partie de l'expérience, les chercheurs voulaient voir s'il y avait un aspect réversible à cette situation. Et donc, ils ont enlevé ce microbiote de ces souris saines et ils leur ont réimplanté leur microbiote de départ, qui était sain, entre guillemets. Et donc, ils ont observé que les souris étaient redevenues saines, en tout cas sans symptômes dépressifs. Cette expérience a été bien sûr réitérée et ils ont observé que cette réversibilité pouvait être soit totale, soit partielle. En tout cas, qu'il y avait un impact important de l'état, de la qualité du microbiote. Et à savoir que de toute façon, on n'est qu'au début de ces expériences-là et on sait que d'autres facteurs influencent et qu'on en saura certainement un peu plus tard. Donc cette expérience, elle nous sert à voir
le lien qui existe entre le microbiote et le cerveau. Ce lien entre intestin et cerveau se fait par le nerf vague. Et ça, gardez-le bien en tête parce qu'on va y revenir à maintes reprises. Comme je vous l'ai dit au début, selon les expériences, cette voie du nerf vague, c'est aussi une piste qu'ils ont commencé à étudier dans les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson notamment. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience de souris et comment ça peut impacter moi, mon quotidien? Eh bien, restez un petit peu, vous allez voir, il y a plein de solutions. Elles sont toutes à votre portée. Alors là, dans les solutions, j'ai envie de vous dire, eh bien, tout simplement, on fait appel à Sarah. Sarah Connor. Non, pas celle-ci, non plus celle-ci. Moi, je vous parle de Sarah. S comme sommeil. On a une horloge interne fantastique qui est située juste derrière nos yeux. Et donc, vous avez certainement entendu parler des écrans bleus qui sont à éviter le soir. Et ça, c'est sûr que ça a un impact parce que vos yeux, en fait, vont croire que c'est le jour. Cette lumière bleue va vraiment simuler la lumière du soleil et donc va faire croire à votre corps que c'est la journée. Il est donc important de vraiment les éviter le soir au coucher. Mais ce que vous savez certainement pas, c'est qu'à l'inverse, le sommeil, il se prépare dès le matin. C'est-à-dire le matin, de vous exposer à la lumière du jour le plus tôt possible, c'est aussi important que d'éviter les lumières bleues du soir. Donc même s'il fait super beau, évitez de sortir direct les lunettes de soleil et prenez le temps un petit peu de réveiller un petit peu cette horloge circadienne le matin. A comme alimentation. Alors, je ne vais pas vous parler des 5 fruits et légumes, même si c'est très intéressant et important. On va rester sur des choses simples, parce que l'expérience me montre que 5 fruits et légumes, c'est pas si évident que ça. Alors, on va garder un légume par repas. Ça, c'est quelque chose qui est déjà super. On se rapproche un petit peu plus du régime méditerranéen. On va avoir également l'importance du petit déjeuner protéiné. Donc, c'est quoi un petit déjeuner protéiné? C'est pas forcément de la viande, un blanc de poulet ou quoi que ce soit au petit déjeuner. Ça peut être tout simplement de l'houmous, ça peut être également du fromage blanc ou du fromage, des œufs. C'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne dopamine dès le matin. Et la dopamine, c'est quand même l'hormone de la motivation. Peut-être qu'il y en a certains qui en auraient besoin, certains ados le week-end ou certains en semaine, le lundi matin, au hasard. Alors ce qui est à éviter le matin, c'est vraiment le sucre. Globalement, la journée, les sucres raffinés, c'est quelque chose à éviter. Mais vous pouvez éventuellement avoir des fruits sucrés plutôt à la pause de 16 heures. Dans la chronologie de votre corps, c'est beaucoup plus ajusté par rapport à la sécrétion d'hormones au cours de votre journée. R comme respiration. Alors la respiration, c'est le saint graal pour activer le nerf vague, hein. On a vu que le nerf vague, c'est vraiment le lien entre le microbiote et le cerveau. Et donc, ce nerf vague, il est vraiment activé par tous les types de respiration rythmée. Vous avez peut-être entendu parler de la cohérence cardiaque. Il y a aussi toutes les respirations rythmées en 5-2-5. Ça, il y a des études scientifiques randomisées qui ont prouvé déjà leur impact sur notre calme, sur notre récupération nerveuse. Respirer par le nez, tout simplement, par exemple, le plus possible. Ça, on sait que ça va avoir un effet important sur notre récupération nerveuse, mais aussi physique d'ailleurs. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo spécifique sur la respiration. A comme activité physique. L'activité physique a un impact important sur tout le corps et donc sur le nerf vague, sur le microbiote. Et ça, de nombreuses études arrivent à cette conclusion-là. Ce qui est important à retenir, c'est que le nerf vague, c'est le nerf de la proprioception. Alors, c'est quoi la proprioception? C'est la capacité à sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, donc les sensations internes. Et donc, à chaque fois que vous faites de l'activité sportive, vous allez améliorer cette sensation interne, ces retours, ces feedbacks corporels. Et c'est ça qui va stimuler votre nerf vague. Si vous êtes à fond sur votre chrono, vous n'allez pas être à l'écoute de vos sensations internes. Et c'est là parfois les limites de la compétition. Petit aparté, souvent les patients me demandent: «Tiens, on m'a souvent conseillé la piscine, ce serait pas mal que je fasse de la piscine pour mon dos».
Du coup, ma première question, c'est: «Est-ce que vous aimez l'eau?» «Ah non, j'ai vraiment peur de l'eau». Donc là, c'est niet. Si vous n'aimez pas l'activité physique, c'est intéressant d'aller voir autre chose parce que l'impact du plaisir sur votre corps va être fondamental justement dans cet équilibre-là. Enfin, H comme hydratation. 3 chiffres: 80 d'eau dans votre cerveau, 75 d'eau dans vos muscles, 65 au global d'eau en moyenne dans votre corps. CQFD, je vais pas plus loin. Bon, allez, si, 2 petits conseils. L'eau, c'est par petites gorgées et plutôt en dehors des repas. Pour conclure, le slogan populaire «Bien dans son corps, bien dans sa tête» est prouvé scientifiquement. Et ce qui explique cela, c'est le lien entre le microbiote et le cerveau via le nerf vague. Si on veut prendre une métaphore, votre corps, c'est votre maison. Donc soit vous invitez des aliens plutôt sympas qui vous font la petite popote, qui vous font aussi le ménage, qui travaillent pour vous, soit vous invitez des aliens comme dans le film Alien, et là, ça peut vraiment faire des dégâts. La seule différence entre les deux, c'est notamment, eh bien, Sarah, toujours Sarah. Merci de m'avoir écouté, parce que vous êtes vraiment bien courageux d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et si ça vous intéresse, il y a quelques liens d'études en description. À bientôt!